Nous ne perdons pas nos bonnes habitudes entre 11h et midi. Tous les jours, débat autour d'un sujet majeur. Aujourd'hui, dans l'actualité, l'un des sujets majeurs, c'est cette grève des médecins à l'appel du collectif Médecins pour demain, grève des médecins généralistes et spécialistes libéraux, reconduite jusqu'au 8 janvier. Le collectif dénonce l'absence d'échanges concrets et d'avancées avec le ministre de la Santé. Pourquoi cette grève est-elle justifiée? Que demandent les médecins qui revendiquent? Avec nous pour en parler, le docteur Noël Cariclet, qui est psychiatre et porte-parole du collectif Médecins pour demain. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Le docteur Roger Rua, qui est médecin généraliste, ancien président du syndicat des médecins libéraux. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes en grève, docteur Rua? Je soutiens la grève. Vous soutenez la grève? Bien. Frédéric Bizard, professeur d'économie à l'École supérieure de commerce de Paris, président de l'Institut Santé, auteur de L'autonomie solidaire en santé aux éditions Michelon. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Bien, nous allons parler donc dans le domaine de la santé. Il ne se passe pas une journée sans que nous ayons des mouvements de contestation, de colère, des grèves ou autres protestations publiques. Vous voyez ce qui se passe par exemple aux urgences à Thionville de l'hôpital où la plupart des soignants sont épuisés et se sont mis en retrait. Il y a des problèmes un peu partout dans le domaine de la santé en France. Là, la colère occupe les médecins libéraux. Je dis bien libéraux, nous ne sommes pas à l'hôpital, nous sommes dans des cabinets privés. Colère et principale revendication, la consultation, le tarif de la consultation qui souhaite ces médecins doit passer à 50 € au lieu de 25. C'est bien cela. Bonjour. Bonjour. Donc, docteur Noël Cariclet, vous prenez la parole en premier, c'est bien ça? Là, vous parlez de des revendications principales. La principale, oui. C'est une revendication parmi toutes celles que nous avons. Alors, on parle beaucoup de celle-ci. Vous la mettez en avant quand même. Non, nous en mettons d'autres, mais nous ne sommes toujours pas entendus. Donc, à chaque fois, les questions tournent autour de la revalorisation parce que c'est une mesure forte, parce qu'elle est incitative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous assistons depuis plusieurs mois maintenant à des mesures coercitives de la part du gouvernement pour régler le problème des déserts médicaux, notamment, alors que les mesures incitatives seraient bien plus productives et évidemment, du coup, une revalorisation de la consultation serait nécessaire. Mais nous avons d'autres mesures également pour lesquelles nous aimerions être entendus, notamment concernant l'accès aux soins. Et cette grève, c'est pour faire entendre les idées et les propositions venant du terrain, de la médecine libérale. Parce qu'aujourd'hui, on nous propose des choses de manière administrative, de manière technocratique, qui ne correspondent pas à la réalité de terrain. Bon, bien, vous allez nous dire ce que vous souhaitez, ce que vous demandez, docteur Noël Cariclet. Mais Roger Rua, vous dites « je soutiens cette grève ». Vous soutenez quoi ? Pourquoi est-ce que vous la soutenez? Quelle est la raison essentielle? La raison essentielle, d'abord, c'est parce qu'on parle enfin de la médecine libérale. Parce que depuis quelque temps, on parle des problèmes de la médecine, mais on parle que de l'hôpital. Parce qu'il y a une urgence à l'hopital. Il y a une urgence en médecine libérale aussi. Alors justement, il y a une urgence aussi dans la médecine libérale. Absolument, et on crie ça depuis des années. Moi, je suis un ancien syndicaliste, plus de 30 ans, donc les problèmes existent depuis plus de 30 ans en France. Oui. Donc la médecine libérale a été... oublié, c'est le petit mot, depuis plus de 30 ans. Depuis, en fait, les ordonnances du plan Juppé. À partir de ce moment-là, la médecine libérale a été écrasée par l'administration, par les technocrates et autres. Et on a découragé beaucoup d'entre nous, parce que l'équilibre d'un cabinet médical, ça joue aussi avec un équilibre économique de dépenses et de recettes, et qu'on a voulu étrangler la médecine libérale parce qu'à l'époque on voulait qu'une étrangler, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui un médecin libéral, qu'il soit spécialiste ou généraliste, un médecin libéral travaille plus qu'avant pour gagner moins qu'avant? Absolument, il est obligé. C'est la réalité ou pas? C'est une réalité totale. Réalité totale. Ah oui. Vous êtes économiste de la santé, c'est la réalité? C'est la réalité si on regarde la principale rémunération qui est avec l'acte de consultation à 25 €, puisque ce tarif n'a pas bougé depuis 2017, et que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu un petit peu d'inflation, plus de 10%, donc il y a forcément un besoin. Et en plus, il y a à 25 €, si vous enlevez les charges, ça fait à peu près 12 €. Quand vous allez voir votre médecin généraliste, vous lui donnez 12 € en réalité. Bon, il n'y a pas beaucoup d'artisans. Je paie plus cher quand je vais dans une onglerie. C'est ce que disait un médecin. Donc historiquement, ce qu'il faut bien voir, c'est
que vous avez là un collectif qui est avec beaucoup de jeunes médecins. Ce qui était acceptable pour la génération des plus de 50 ans ne l'est plus, c'est-à-dire travailler plus pour garantir un revenu et tout machin, et puis travailler avec une approche assez staccanoviste de la médecine, c'est-à-dire qu'il faut enchaîner les patients, donc diminuer la qualité. Tout ça, et je pense qu'on peut le comprendre, et pas un avenir acceptable pour la jeune génération. Mais juste un mot quand même, parce que vous l'avez très bien dit au début. Je crois qu'il faut essayer de comprendre le diagnostic, parce qu'on voit bien que c'est le système qui s'effondre. Oui. Les EHPAD, je pense qu'on a vu la crise. L'hôpital public, vous en avez parlé. On n'a plus suffisamment de médicaments dans les pharmacies. Donc on voit bien que... Alors qu'est-ce qui explique ? Il y a des racines communes à tout ça. J'en citerai juste deux, il y en a plusieurs. Première, c'est qu'on a décidé, il y a près 25 ans, c'était les ordonnances Juppé, mais qu'on a repris tout le temps, de gérer la santé à partir d'un budget annuel global, c'est-à-dire une approche court-termiste et une approche comptable. On gère la santé comme on gère la famille, comme on gère le budget famille, comme on gère la Sécu. Or, la santé, c'est 2 millions d'acteurs, c'est 66 millions de personnes qui sont des demandeurs potentiels. Bref, on doit avoir une stratégie de moyen long terme et une gestion non pas à partir de l'offre, mais à partir de la demande. Donc, vous voyez, là, on a quelque chose qui est complètement contraire à une bonne gestion des ressources. Je dirais une forme de responsabilisation du système. Oui, alors ça, on va y revenir. On va y revenir. Non, mais déjà, c'est que responsabilisation du système et des patients. Vous savez, l'exemple et des patients. Absolument. On y reviendra. Mais l'exemple le plus communément repris, c'est pourquoi est-ce qu'on a diminué par 2 le nombre de médecins, le nombre de dentistes pendant 20 ans. Oui. Ben, c'est parce que justement, on s'est dit ça fera faire des économies à cause de cette demande induite. Donc oui, tout est comme ça. À l'hôpital, pourquoi est-ce qu'on a raboté d'1 milliard par an et qu'on n'a pas augmenté les salaires pendant 10 ans ? Parce que vu d'un fichier Excel, tout ça permettait au budget annuel de la santé de rentrer dans les clous, et c'est voté au Parlement où il y a 5 parlementaires qui lisent 10% de ce budget qui est quand même très technocratique. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ça a été un peu abordé par Roger Roy, c'est qu'en fait, on a décidé, parce que on considérait que le pouvoir médical avait trop de pouvoir, on parlait de ce mandarinat médical, un peu de faire la peau au pouvoir médical. Et donc, à place du médecin, qu'est-ce que vous mettez ? Vous mettez l'administratif. Nicolas Sarkozy, je veux voir qu'une tête qui dépasse à l'hôpital, c'est le gestionnaire, l'administratif. En fait, il n'y en a qu'une qui dépasse partout, c'est l'administratif. Alors, il faut de l'administration, mais quand vous la mettez seul décideur, sans contre-pouvoir, en s'asseyant sur toute démocratie sociale et sanitaire, vous entraînez une chose qui est une perte de sens pour les soignants. C'est-à-dire que... à l'hôpital, comme vous le dites, c'est l'administration qui dirige, et dans les régions, c'est l'ARS, si j'ai bien compris. C'est ça, c'est ce que je comprends. C'est ce que vous ne voulez plus de cela. Vous ne voulez plus de cela, docteur Noël Carriclet. Bien sûr, parce que ça va à l'encontre de l'amélioration du système de santé et de l'accès aux soins pour tous les patients. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en pleine pénurie médicale sur le territoire, des déserts médicaux partout. La France est un désert médical, d'ailleurs, soit dit en passant. Et nous sommes, nous médecins, alors que nous voyons les solutions, nous voyons quelles seraient les solutions d'accès aux soins pour tous, nous sommes contrecarrés par le pouvoir administratif qui nous empêche de les mettre en œuvre. Je vais vous donner un exemple. Alors, juste parce que c'est quelque chose d'important. Les solutions, ce sera la deuxième partie de notre débat. C'est quelque chose d'important, mais qui va vous permettre de comprendre ce bras de fer entre le pouvoir médical et le pouvoir administratif. On parle de revalorisation de la consultation, mais il y a des mesures gratuites qu'on pourrait faire, d'où ce combat avec la CNAM actuellement sur ces négociations conventionnelles. Par exemple, aujourd'hui, un spécialiste ou un médecin généraliste, s'il veut coter, quand il voit son patient, s'il veut coter plusieurs actes de suite, parce qu'il le voit, effectivement, il y a des actes à faire de médecine, s'il veut en coter plusieurs d'affilée, le premier sera rémunéré à 100%, le deuxième à 50%, le troisième sera gratuit. On n'a pas le droit de coter plusieurs actes à 100% dans la même journée. Alors, 2 choses l'une pour le médecin. Soit il fait les actes et évite à son patient de revenir, et donc à ce moment-là, il n'est pas rémunéré. Vous en connaissez beaucoup des professions où vous ne payez pas le deuxième, ou à moitié le deuxième acte et vous ne payez pas le troisième. Non. Ou alors, pour pouvoir rentrer dans ses frais, parce que c'est une petite entreprise, le cabinet, pour pouvoir rentrer dans ses frais, il va faire revenir le patient. Oui, mais est-ce que la médecine est codée en permanence ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Est-ce qu'on doit en permanence coder la médecine ? C'est-à-dire, la rémunération à l'acte, c'est un vaste débat, là aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais justement, on s'est laissé trop longtemps mettre des cadres administratifs à nos actes pour enlever le côté intellectuel de l'acte. Évidemment. En mettant des côtés spécialistes qu'on rajoute. C'est ça. Aujourd'hui, on rajoute des forfaits, c'est pareil. Oui.
Donc il faut redonner une valeur à l'acte intellectuel de diagnostic médical. Voilà, ça c'est une revendication. Donc revaloriser l'acte en lui-même. Revaloriser l'acte et permettre... Voilà. Partir de là, si je comprends bien. Tout à fait. Si la logique, c'est d'avoir une médecine de qualité, donc il va falloir éviter de repousser ces diagnostics, il va falloir éviter de prolonger ces arrêts maladie, du fait de faire revenir le patient 3 fois, etc. Et penser dans le bon sens. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un arrêt maladie est prolongé pendant 3 semaines parce qu'on est en attente du résultat du spécialiste qui n'est pas encore arrivé parce qu'il n'a pas pu coter son acte, on dépense de l'indemnité journalière, etc. Et c'est bien plus cher que de revaloriser l'acte le jour même. Oui, docteur Cariclé, mais aujourd'hui tout change, c'est-à-dire qu'on téléconsulte. On consulte de plus en plus souvent à distance. Oui. Et qu'est-ce que ça offre, ça ? Une médecine dégradée. C'est-à-dire que certains patients sont arrivés jusqu'à moi après être passés 4 fois dans la télécabine de consultation. Ils ont vu 4 médecins différents. Alors, ils n'ont pas eu la bonne réponse la première fois. Alors, ils sont repartis reconsulter. Alors, tout ça est remboursé, évidemment. Ils sont partis consulter une 3e fois, etc. Ils ont consulté 4 fois un médecin par télécabine avant de me voir. Ils n'avaient rien compris à ce qui leur a été expliqué dans la télécabine. Ils sont sortis avec 4 traitements différents. Ça, ils sont arrivés jusqu'à moi. Est-ce que ça, c'est une économie de santé ? Non, mais ça, je veux bien le croire, mais j'en viendrai tout à l'heure à la responsabilisation des patients. Il va falloir un jour ou l'autre rendre le coût des soins transparent dans ce pays. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, attendez, je ne vais pas ouvrir le débat là, mais c'est important, me semble-t-il. Il est 11h15, on va faire observer une petite page de pub. Ensuite, nous prendrons Olivier. À tout de suite. Crise à l'hôpital, on la connaît, on en a beaucoup parlé, mais crise dans la médecine générale et spécialiste, la médecine spécialisée, la médecine libérale qui est en crise. Tiens, Olivier est kiné sur le débat. Olivier, bonjour. Oui, bonjour Jean-Jacques, puis bonjour à vos médecins libéraux qui sont sur le plateau, à qui j'apporte tout mon soutien. J'ai pour 2 raisons. D'abord parce que leur diagnostic est pertinent et je vis ça dans une maison pluridisciplinaire depuis 30 ans avec mes associés médecins. On a grosso modo les mêmes problématiques sur l'arrivée de nouveaux praticiens dans nos cabinets. Moi, j'ai reçu un jeune homme qui m'a dit non, mais moi je ne veux pas faire de domicile, je vais pas faire de consultation à domicile. Alors je lui pose la question, mais pourquoi ? Il dit, moi, pour 4 € je ne me déplace pas. Donc, quand vous avez ce genre de discussion avec des jeunes praticiens, ça évoque des problèmes. Et tout est lié. L'hôpital, la médecine libérale. Si les médecins libéraux, les kinés libéraux, les infirmières libéraux bossent bien, il y a moins de monde dans les services d'urgence, c'est très simple à comprendre. Tout est lié. Donc, si vous voulez, on a cherché, nos administratifs ont cherché à opposer l'hôpital avec le secteur libéral, le secteur public. Donc, c'est délétère pour tout le monde, mais c'est délétère pour les patients surtout. Voilà. Donc, merci Olivier. Merci Olivier. Je vous coupe rapidement. Vous êtes à Érargues, dans les Bouches-du-Rhône. Merci beaucoup parce que vous avez aussi résumé. Alors attention, il y a aussi notre société qui évolue, ce monde qui change avec des revendications, des aspirations des jeunes médecins qui ne sont pas, comme le disait tout à l'heure en début d'émission Frédéric Bizard, qui ne sont pas les aspirations des médecins d'antan, que vous le disiez aussi, Roger Ruas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Noël Cariclé, les jeunes médecins n'ont pas envie de travailler plus de 35 heures ou 40 heures par semaine. Effectivement, n'ont plus envie d'aller consulter à domicile pour 4 €, comme vient de l'expliquer Olivier. Une autre façon de travailler qu'il faut prendre en compte. C'est pas qu'ils en ont pas envie. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes médecins, et la preuve, ce collectif en est représentatif, qui travaillent 50 à 60 heures par semaine. C'est pas qu'ils n'ont pas envie de travailler, c'est qu'ils ont envie j'ai entendu beaucoup de médecins, attention, j'ai entendu beaucoup de jeunes médecins dire, moi, c'est terminé, les semaines de 60 heures, 70 heures, ou même de 50 heures, c'est terminé, je veux pouvoir voir ma famille, je veux pouvoir passer du temps avec mes enfants. Ben oui. Mais ils ont raison, parce que 20% de ce temps est occupé par des tâches administratives. Donc ils ont cette frustration de travailler énormément et finalement, proportionnellement,
pas tant que ça avec le patient, ce qui est quand même la base et le fondement de leur vocation. Donc, à partir du moment... Donc, ils travaillent 50 à 60 heures, mais ils voudraient le faire dans de bonnes conditions. Pour ça, il faudrait pouvoir embaucher, déléguer ces tâches administratives et ainsi retrouver un bien-être professionnel pour travailler correctement. Quant à la visite à domicile, elle est très faiblement rémunérée. Une visite à domicile, on parle de déserts médicaux. Je suis en désert médical. Le désert médical... Vous êtes en Seine-et-Marne. Voilà, tout à fait. Mes confrères médecins généralistes avec qui je travaille, quand ils partent faire une visite, ça peut être à 10, 15, 20 kilomètres. Donc ça a un temps. Mais ça a toujours été. Ça a toujours été. Alors à 10, 15, 20 kilomètres. Les médecins de campagne, pardon, mais ils faisaient un nombre de kilomètres incroyable. Bien sûr, mais à l'époque, ça vous parlait d'une période qui a plus de 20 ans, dans laquelle, à euro constant, les revenus n'ont pas augmenté. Donc du coup, il y a aussi moins de possibilités. Et se dire, je vais faire ce trajet, je vais rester sur place, c'est très long une visite. C'est long, c'est complexe, c'est pour des pathologies complexes. Si les gens ne peuvent pas se déplacer, etc. Oui, bien sûr. Donc, au retour, se dire, mince, comment on pourrait faire pour pouvoir rapprocher ces patients sans avoir à se déplacer auprès d'eux? Oui, il y a les maisons médicales qui se développent quand même. Moi, je disais sur la visite, par exemple, ça fait des années qu'on a voulu, avec l'assurance, que l'assurance maladie voulait diminuer le nombre de visites parce qu'elle pensait que c'était indu en France. Oui. Et donc, ils ont tout fait pour que la visite coûte plus cher que la consultation, pas plus cher qu'une consultation, pour diminuer le nombre de visites. Eh bien, ça a marché, effectivement, parce que les médecins se sont moins déplacés. Ouais. Et maintenant, qu'est-ce qu'on reproche aux médecins? De ne plus faire de visites à domicile, parce que les personnes âgées, etc. On ne sait jamais ce qu'on veut, les politiques ne savent jamais ce qu'ils veulent. Et en plus, c'est vrai que la société a changé. Oui, de mon temps, entre guillemets, on pouvait faire, effectivement, dans une matinée, 10, 15, 20, 30 visites. On pouvait se déplacer facilement, on pouvait stationner facilement. Aujourd'hui, quand vous êtes dans un centre-ville piétonné, comment vous voulez faire pour faire autant de visites? Vous ne pouvez pas. Il y a des conditions matérielles qui empêchent aussi de faire les visites. Oui, non, mais ça c'est évident. Donc oui, qu'est-ce que vous vouliez dire? Oui, non, mais je crois que le sujet de l'inadaptation de notre système de santé à la nouvelle génération, il faut l'étendre à l'inadaptation du système de santé au contexte. Moi, j'enseigne depuis quand même quelques années maintenant des étudiants qui ont entre 18 et 25 ans. Je ne trouve pas du tout que cette génération-là soit différente des précédentes, sauf que chaque génération vit dans son monde. Et il faut faire attention à ne pas être décalé du monde dans lequel on est. Ils ont grandi dans un environnement qui est un environnement de nouvelles technologies, qui est un environnement de respect de l'environnement, ou en tout cas où on doit faire plus attention à l'environnement que les générations d'avant, etc., etc. Donc ils vivent dans leur monde. Aujourd'hui, le système n'est pas du tout adapté au monde actuel. Le monde des pathologies chroniques, prenons-en. Et il y a une responsabilité collective, parce que c'est pas simplement dire l'État n'a pas fait son travail. Ce qu'on peut voir, c'est que l'État n'est pas prêt au compromis et à la réforme globale. Oui. L'État voudrait continuer à faire survivre l'ancien modèle pour essayer de passer la patate chaude au suivant, comme c'est le cas toujours en santé, parce que c'est considéré comme trop risqué politiquement. En fait, ça fait 30 ans que la réforme aurait dû être engagée. Donc, prenons juste deux exemples. Les cas vous savez qu'aujourd'hui, 80% des gens meurent de pathologies chroniques. Oui. D'accord ? Pathologie chronique dit médecine de parcours. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une médecine libérale comme la médecine salariée qui soit organisée de façon à suivre un parcours des patients. Quand vous regardez, je laisserai la parole à ceux qui sont sur le terrain, mais enfin, on n'a pas organisé cette médecine par rapport à une médecine de parcours. Là, il y a une responsabilité collectif. Donc, non, mais il faut se mettre dans la place de la nouvelle génération qui rentre et qui se dit, en fait, on est encore dans un staccanovisme médical où il faut que je fasse de l'acte sans me préoccuper de la vision globale du patient. Deuxième chose, vous parliez de la responsabilisation. La première responsabilisation, c'est de rester bien portant. D'accord ? Donc, cette notion de prévention dont on parle depuis 30 ans, en fait, comme elle n'a jamais été ni valorisée, ni organisée, le jeune qui arrive, qui soit kiné comme notre auditeur ou autre, il s'aperçoit qu'en fait, il faut qu'il fasse que du soin curatif parce que le reste n'existe pas. Donc, vous voyez, on a un système qui est quand même hors sol par rapport à ce que... Un système hors sol et aussi un corporatisme ou des corporatismes. Chacun défend à la fin de la journée ses intérêts, mais si vous mettez... je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais... Moi, je peux vous dire que quand vous mettez des gens... Moi, j'ai créé l'Institut Santé pour dédier à la refondation du système où on a
toutes les sensibilités. Eh bien, quand vous mettez autour de cette table les gens, et des gens qui sont dans des syndicats, on a la CGT, on a des libéraux, vous voyez, qui pensent fortement, défendent leurs intérêts. Mais tout le monde a bien conscience que ce système s'effondre et qu'on ne va pas laisser ce système-là. Il n'y a aucun ou très peu de dialogue entre l'hôpital et la médecine libérale. Non, mais justement, comme ça. Mais regardez, c'est intéressant. Peu. Qui fait la grève aujourd'hui? Qui fait la grève? C'est pas les syndicats, mais ça, c'est pas propre à la santé. Non, c'est pas les syndicats. Donc vous avez une gilet jaunisation de D'ailleurs, la que santé. vous disent les syndicats? Attendez, que vous disent les syndicats de médecins, Noël Cariclé? C'est-à-dire? Vous avez des liens avec eux? On a des syndicats qui nous soutiennent. Il y a des syndicats qui nous soutiennent. Mais les syndicats majeurs, on ne les entend pas. Qui sont les syndicats majeurs? Je ne sais pas. Moi, Ceux qui sont majoritaires pour signer la convention, peut-être. Oui, en tout cas, ils sont majoritaires. En tout cas, il y a certains syndicats qui nous soutiennent, qui ont fait l'appel à la grève de la même manière et qui portent les mêmes revendications que nous, à peu de choses près. Maintenant, pourquoi ce mouvement vient de la base? Parce que tout jeune, on a vu ces syndicats, etc., nous défendre, etc. Et on n'a pas vu l'amélioration se faire. On n'a pas vu les propositions des médecins libéraux entrer dans les mœurs et entendues pour cette réforme, justement, du système de santé. Donc, du coup, il y a les médecins, les jeunes médecins aujourd'hui sont désabusés. Ils n'ont pas envie de se lancer dans un groupe syndical en se disant à quoi ça va servir, à quoi ça sert, puisque ça fait des années que nos aînés ne sont pas entendus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les syndicats sont complices du système? Non, ça veut dire que malgré. Non, ça veut dire que malgré. Non, ça veut dire que malgré. Il y a une crise de la représentativité, c'est clair. Ils ont co-géré le système. Frédéric Bizard. Quand on connaît le système de la convention, on sait bien que dans une convention, il n'y a pas que une revalorisation, c'est qu'il y a aussi le financement des syndicats. Enfin, ce que vous avez dans le syndicat des employeurs. C'est vous le retrouvez là. Donc finalement, la base se dit que. Et il y a des gens très bien dans les syndicats, il faut être aussi. Mais sauf que c'est le système là aussi qui est vérolé un petit peu. Donc à partir de là, la base a compris, à tort ou à raison, mais souvent le bon sens est la chose la mieux partagée au monde, comme disait Descartes. Donc les gens ont compris que c'est pas là où on allait faire renverser la table, d'accord, ou en tout cas imposer une réforme plus importante que de discuter sur la marge. Le public pense aussi, même si je pense que le public vous soutient. On verra tout à l'heure et je vous poserai la question, est-ce qu'un médecin peut faire la grève? Et comment faites-vous la grève? Parce que grève, c'est un mot, mais derrière ce mot se cache beaucoup de choses. Mais il y a quand même... le grand public se dit que parfois les médecins ne sont pas très souples. Par exemple, dans l'installation des jeunes médecins, vous ne voulez absolument aucune coercition, aucune obligation. Attendez, la coercition actuellement obligerait les nouveaux arrivants, les nouveaux médecins à s'installer en désert médical. On parle bien j'imagine, de sur-déserts médicaux, puisque je vous le disais, la France est un désert médical. Mais alors, dans des zones très défavorisées, dans lesquelles, je rappelle quand même que souvent, il n'y a plus de plateau technique, il n'y a plus de médecins. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas de poste, il n'y a pas de plateau technique, on a fermé des maternités. Et le médecin, aujourd'hui, n'est pas un ermite célibataire. Ne comprend pas qu'un médecin n'aille pas exercer là où on a besoin qu'il exerce. Dans nos propositions... Pourquoi est-ce qu'il y a 20 ans, il y avait encore 2 ou 3 médecins dans tous les villages de France? Pourquoi est-ce que... Donc c'est pas le problème de la médecine libérale, puisque c'est la médecine libérale qui répond à 90% de la demande en ville. Donc c'est pas le problème. Non, mais première chose, c'est pas le problème de la médecine libérale. Vous savez que la médecine libérale est beaucoup plus incitative, percée par essence, à aller s'installer dans des déserts, on va dire, de service public, puisque le médecin libéral, il a besoin de patientèle, ce qui n'est pas le cas de la médecine salariée publique, qui finalement a toujours son salaire à la fin du mois. Donc la médecine libérale, de ce point de vue, est la meilleure. En revanche, cette désertification, elle a démarré, parce que c'est un ensemble d'événements, en fait, de dominos. Les EHPAD se sont vidés de toute médecine, puisque vous n'avez plus de médecins dans les EHPAD, ou très peu. Ensuite, ça a été l'hôpital, 30% des postes de praticiens hospitaliers, et ça, ce sont les chiffres de 2019 de la Fédération hospitalière de France. Je pense que ça s'est bien aggravé. Donc il y a peut-être aujourd'hui près de 40% des places vacantes à l'hôpital. Pourquoi? C'est pas qu'il n'y a plus de médecins à l'hôpital, c'est que c'est de la mercénarisation. C'est-à-dire que les médecins hospitaliers, finalement, ont compris qu'ils étaient beaucoup mieux payés s'ils allaient à gauche et à droite faire tourner les centres hospitaliers qui ne tourneraient pas sans ces mercenaires-là. Et donc maintenant, on arrive en ville où finalement, c'est la fin de la dégradation du système, où les jeunes ne veulent plus s'installer parce que les enjeux sont
sont beaucoup trop importants sur un plan administratif, ça a été dit entre autres. Bref, ça n'attire plus. Donc vous voyez que soit on dit, on finit d'effondrer le système, parce que vous savez ce qui se passe si vous mettez de la coercition en ville. C'est très simple. Les médecins vont se vendre aux maires les plus offrants. Puisque vous savez, il n'y a qu'un seul qui peut soigner, c'est celui qui a le diplôme de médecin. Donc soit vous trouvez un compromis avec lui, on l'a trouvé pendant 50 ans. Mais c'est un système encore plus libéral que vous décrivez possible. Non, mais le problème, c'est le rapport de force quand vous êtes dans une... On l'a vu à l'hôpital public, c'est pas du tout libéral l'hôpital public. Non, qu'est-ce qui se passe à l'hôpital public? On dit au médecin, tu vas être à l'hôpital là, et on t'impose un planning. Excusez-moi, il y a plus de 10 000 mercenaires aujourd'hui sur les quelques 40 000 médecins, et ça ne cesse d'augmenter. Donc, même à l'hôpital public, vous êtes obligé de faire un donnant-donnant et de trouver un compromis. Bien, il est 11h31, nous allons observer une petite pause. Je vois que tout le monde veut prendre la parole. Nous aurons Marie aussi en ligne. Marie a 32 ans, médecin généraliste, jeune médecin généraliste. J'adore mon métier, dit Marie qui est à Marseille, mais les charges financières sont intenables. J'ai dû réduire le temps de mes consultations à mon plus grand regret. Nous écouterons le témoignage de Marie. Il est 11h31. Bien, la colère des médecins libéraux. Marie, Marseille, témoignage. Bonjour Marie. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes médecin généraliste, Marie. Oui, je suis médecin généraliste, jeunement installée de cette année à Marseille. Et voilà, je voulais témoigner parce que c'est une voix de jeunes médecins et c'est la voix des médecins de demain. Parce que, voilà, moi je me suis installée, j'aime mon métier, j'aime la clinique. Et toute naïve que je suis, je me suis mise avec des consultations de 30 minutes pour examiner, parler, faire de la prévention. Et voilà, mon expert comptable qui s'y connaît, il m'a appelé en disant « Docteur, à 30 minutes, vous et votre associé, vous ne tiendrez pas dans vos charges. » Et là, il m'a fait mon prévisionnel et je me suis rendu compte que j'avais 55-60% de charges parce que j'ai dû faire un prêt pour les travaux de mon cabinet parce que je n'ai eu aucune aide financière. Et en fait, je me dis, mais c'est pas possible qu'en 2022, dans la septième, enfin, dans une des plus grandes puissances du monde, un médecin qui prend soin de la santé de la population ne puisse pas soigner. En fait, c'est pas possible. Et j'ai dû réduire mes consultations à 20 minutes. Et à 20 minutes, je fais pas du bon métier. Enfin, je fais pas du bon travail. Et vous n'exercez pas le métier comme vous auriez envie de l'exercer. Non. Et en fait, mon associé et moi, on peut pas se payer une secrétaire physique. Et on se projette pas, en fait. On se projette pas dans 10, 20 ans. On continue comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que les médecins, ils se projettent plus. Il y en a qui veulent se déconventionner, des médecins qui sont installés, ils veulent se déconventionner, quitter la sécurité sociale, mais nous, on veut pas ça. On veut pas de la médecine à de vitesse, on veut pas faire du soin que pour des personnes qui puissent se payer les soins. C'est pas ça qu'on veut. Et si on fait grève aujourd'hui, ça nous impacte financièrement. Moi, j'ai plein de charges. Mais si on fait grève, c'est pour que nos enfants puissent être soignés plus tard. Moi, j'ai un enfant et je me pose la question, qui va la soigner plus tard, quand je serai plus là? Vous voyez? Et qu'est-ce que fait Emmanuel Macron? Il va peut-être parler vendredi de la santé. Excusez-moi, je suis hyper émotive, mais c'est parce que je suis tellement en colère. Il va peut-être parler vendredi de la santé. Si c'est pour ces conseils nationaux de réforme, mais est-ce qu'il a entendu les solutions des médecins du terrain? Est-ce qu'il a entendu ce qu'on propose? Parce que si c'est pour nous faire remplacer par des infirmières de pratique avancée qui ont fait, certes, c'est des infirmiers, et moi je travaille avec des infirmières et on est hyper complémentaires. Mais les infirmières de pratique avancée, certes, elles ont fait 2 ans de formation de plus, de la théorie, niveau 2e année de médecine, mais elles sont payées 63 € pour voir des patients chroniques stabilisés. Certes, c'est au forfait, certes, c'est sous couvert d'une consultation d'1 heure, mais dans la pratique, est-ce le cas? Et en fait, nous, on a vraiment l'impression que nos 10 années d'études, ça sert à rien. Et qu'on veut nous remplacer. On veut nous remplacer. Et moi, j'ai peur pour les patients demain. J'ai peur pour les patients qui vont se faire soigner par la pharmacie, parce que chacun son métier. Moi, je travaille avec mon pharmacien, je l'appelle, on discute ensemble, etc. Mais je ne pense pas que ça soit bon de transférer les tâches médicales. À un moment donné, un médecin, ça reste un médecin. Et si c'est comme ça, vous savez ce qui va se passer? C'est que là, les groupes de réseaux sociaux où les médecins qui se déconventionnent, les médecins qui cherchent à fuir à l'étranger, ils fleurissent. Il y a un divan qui s'appelle le divan des reconversions. Les médecins,
veulent se reconvertir. Vous imaginez ça? Vous avez fait 10 ans d'études et on veut se reconvertir. Merci Marie pour votre témoignage. Merci. Voilà, merci. Merci beaucoup Marie. J'ai passé en boucle à l'assurance maladie. Vous n'avez pas meilleur argumentaire, témoignage que ça pour les syndicats qui sont dans une négociation conventionnelle. Tout est dit, tout est dit. Tout est dit. Je vous parlais tout à l'heure qu'en fait, ces jeunes-là ne veulent pas du tout moins travailler, être salariés. Ils veulent juste vivre dans leur monde. Mais il y a une chose. Vous le voyez là, franchement, tout est là. Il y a une remarque de Marie que certains ne comprendront peut-être pas. C'est quand Marie nous dit oui, mais moi je veux continuer à faire le métier que j'ai choisi, que j'aime. D'accord, et je veux pas que d'autres l'exercent aussi. Une partie de ce métier. Je parle des infirmières, je parle des pharmaciens. L'extension des soins, de la possibilité de soins accordés aux infirmières, aux pharmaciens, je sais que ça irrite beaucoup de médecins. Je sais que c'est peut-être une facilité pour le pouvoir politique, une facilité pour, je ne sais pas, peut-être pour la sécurité sociale de rendre le soin moins cher. Non, c'est quoi? Le risque, le danger de ce transfert. Il y a un danger ou pas? Il y a un réel danger au transfert de tâches. Un médecin est un médecin, un infirmier est un infirmier. Nous sommes faits, médecins et infirmiers, pour travailler ensemble. Mais l'infirmier, à aucun moment, ne doit remplacer le médecin. Actuellement, la loi RIS, mais il ne s'agit pas de remplacer. Qui est en train d'être proposée, bien sûr que si, c'est du transfert de compétences. C'est-à-dire que si cette loi passe, demain, un patient pourra s'auto-diagnostiquer, parce que c'est pour les pathologies courantes et bénignes, et aller voir directement l'infirmier qui aura le droit, sans passer par le médecin, je le répète, qui aura le droit de lui prescrire un traitement ou de réévaluer le traitement d'un médecin antérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un infirmier devient médecin? Depuis quand on peut faire Non, mais parce que ce sont des mesures pansements. Si vous voulez, tout ça, ce sont des mesures pansements. On a le système libéral, tout comme le système de santé, s'effondre. Nous n'avons plus assez de médecins, parce qu'elle l'a très bien dit, Marie. Les médecins déplaquent, les médecins s'expatrient, les médecins s'en vont. Donc d'ailleurs, le numéro de soignants, ça sert à rien de l'augmenter, parce que ça sert à rien de faire des entrées, puisque de toute façon, il y a beaucoup trop de sorties. Donc tant qu'on n'a pas compris la logique, à savoir inciter les médecins et aider les médecins. Elle a parlé des charges également. Elle a dit qu'on était étouffé par les charges. Donc deux choses l'une. Soit on augmente la capacité, les revenus, soit on baisse les charges. Mais à un moment donné, il faut que ces médecins puissent embaucher. Roger Ruard. Oui, mais ça montre bien la crise des corps intermédiaires, en fait. Parce que donc des syndicats, entre guillemets, qui sont là pour faire l'intermédiaire entre la base, ce qu'on appelle la base, c'est pas un bon mot. Enfin, en tout cas, des médecins qui exercent sur le terrain, qui ont leur propre vision, leurs soucis quotidiens. Les technocrates qui sont là-bas en haut pour décider des problèmes globaux de machin. Mais le corps intermédiaire doit faire la synthèse de ça. Or, aujourd'hui, il n'y a plus de synthèse parce que les infirmiers à pratique avancée, ça fait des années qu'on en parle. On en parle au sein de l'UNPS. On pourrait peut-être reconstruire un système de santé, effectivement, en confiant aussi aux infirmières, aux pharmaciens d'autres tâches. La question, est-ce que c'est à l'État? Est-ce que c'est à l'État de décider de ça? La question, là aussi, vous aimez bien la notion de valorisation, que chacun soit valorisé à sa juste valeur. Je pense qu'il n'y a aucun professionnel de santé qui va contredire que la médecine change, que la médecine doit être plus participative, plus collective. Donc, ça, en revanche, la réalité, c'est que, alors, encore une fois, responsabilité collective, parce que l'État est pas très bon dans la recherche de compromis, mais la base, comme dit Roger Roy, est assez revendicatrice, parce qu'il y a là une crise aussi. Bon, mais la question, c'est que la réalité des délégations de compétences, ou délégations de tâches, c'est deux choses un peu différentes, mais c'est qu'en fait, c'est pour gérer la pénurie. C'est que, si vous voulez, aujourd'hui, il y a une gestion de la pénurie en disant, on va gérer les déserts médicaux par les cabines de téléconsultation et par le transfert de compétences. Non, non et non. Ça, c'est de la médecine. C'est de la médecine sans médecin, là où il y a des déserts médicaux. Alors qu'on n'a jamais mis autant d'argent dans le système de santé. Et là, vous touchez quelque chose d'important, puisque nous, ce que nous craignons et ce que nous voyons arriver depuis plusieurs mois maintenant, et qui vont probablement être, on le verra bien, mais vendredi, les annonces de notre président de la République concernant la réforme, en tout cas du système de santé qu'il souhaite annoncer. S'il en annonce une vendredi, elle sera faite à partir du Conseil national de refondation qui était en cours depuis quelques mois. L'URPS d'Île-de-France a fait un communiqué de presse
presse mi-décembre, informant d'une énorme inquiétude, puisqu'ils avaient eu le premier retour avant la rétrocession nationale. Donc ils avaient le retour régional, et ils étaient très étonnés, puisqu'ils avaient des acteurs dans les différents départements d'Île-de-France, médecins, qui avaient fait des propositions pour l'accès aux soins. Et donc ils ont alerté en disant attention, on ne comprend pas quelle est la méthode employée, puisque aucune proposition des médecins libéraux n'a été entendue et remontée. Donc qu'est-ce qui va en être de cette refondation au niveau national, puisque les médecins libéraux de base ne sont pas entendus dans leur proposition d'accès aux soins. Bien, alors je voudrais revenir, Frédéric Bizard, sur on n'a jamais mis autant d'argent dans la santé. Oui, la réalité. L'objectif national de dépenses d'assurance maladie en 2000, qui est le budget global dédié à la santé voté au Parlement chaque année, chaque automne, était en 2019, et je pars hors Covid dans ces dépenses, était en 2019 de 199 milliards d'euros. Il est en 2023 de 244 milliards d'euros. C'est-à-dire 45 milliards et de moins en moins. Donc à la fois, on a paupérisé. Donc là, je veux bien qu'on ne parle pas de gestion en santé, mais on voit bien qu'il y a une extraordinaire mauvaise gestion des ressources. D'accord ? Parce qu'en fait, vous savez, en sauvant le système, finalement, on dépense, on fait ce qu'il y a de plus cher, c'est-à-dire qu'on maintient, vous savez, les 70 millions de mètres carrés d'immeubles qui servent à nos hôpitaux. Vous savez, on n'a pas tout changé. On construit encore des hôpitaux cathédrales qui coûtent évidemment très très cher. Vous prenez l'hôpital Georges Pompidou, on s'est tous gargarisés, mais enfin tout ça, c'est des hôpitaux du passé. Parce que la médecine de demain, c'est une médecine ambulatoire et préventive. Ça veut dire qu'il faut abandonner les hôpitaux, mais avec des petites structures et avec une juste valorisation des professionnels qui la font. La prévention, la médecine scolaire a quasiment disparu, la médecine du travail est en train de disparaître, la médecine du sport, je laisserai Roger Roy, mais enfin on n'en fait pas une médecine très... Bref, donc vous voyez que ce qui devient dans le modèle du 21e siècle absolument stratégique, en fait est dévalorisé depuis des années dans notre système. Bon, donc on se retrouve acculé avec une demande de soins en très forte hausse. Vous savez que les 13 millions de Français qui ont une ou plusieurs affections de longue durée, en fait, consomment aujourd'hui presque 70% des dépenses d'assurance maladie. Ils ne savent pas, d'ailleurs. Ils ne le savent pas. Si eux le savent, mais par contre, le problème, c'est que, vous voyez, c'était dit par la jeune médecin généraliste, c'est que le problème, c'est comme on ne l'a pas adapté, eux le savent parce qu'ils sont remboursés à 100%. C'est le cœur solidaire du système. Sauf que les autres ont l'impression, finalement, d'une prise en charge qui se... Parce que s'il y a une tension sur les tarifs de consultation, c'est qu'il y a une telle dépense sur les pathologies graves aujourd'hui qu'en fait, l'assurance maladie n'a pas beaucoup de mou pour le reste qui devient essentiel. Donc, dernier point, il faut différencier la consommation de soins de l'investissement. Alors justement, dernier point, ça sera le dernier passage de notre débat, le dernier quart d'heure, consacré aux solutions. Que faire aujourd'hui ? Que demandez-vous vraiment ? Que faudrait-il faire ? Je vais vous demander à tous les trois quelles sont les mesures qu'il faudrait prendre. Comment, je ne sais pas moi, comment faire pour redonner vigueur à notre système de santé. Allez. Il est 11h45, midi moins le quart. Vous êtes sur Sud Radio, tout de suite. Bien, comme toujours, pendant nos débats, pendant la pub, j'entends beaucoup de choses très très intéressantes de la part de nos invités. Et d'ailleurs, nous allons traduire et nous allons transmettre tout cela à nos auditrices et nos auditeurs. Et on parlait de l'argent mis dans le système de santé en France. Jamais autant d'argent. Le problème, c'est une forme de... Et on va faire la remarque, Frédéric Bizard, vous faisiez cette remarque à propos des biologistes qui refusent de faire remonter les statistiques Covid, qui protestent. En fait, les biologistes, ce sont de grands groupes, aujourd'hui, nationaux et internationaux, d'ailleurs, gérés par des grands cabinets d'avocats, aujourd'hui. Ça veut dire que ce qui se passe chez les biologistes risque de se produire chez les médecins généralistes ? Oui, la nature a horreur du vide. Il ne faut pas croire. Souvent, on me demande, mais alors, vous voulez une refondation, mais qu'est-ce qui va se passer si on ne fait rien ? Mais si on ne fait rien, tout ne va pas disparaître. Vous allez avoir une organisation à partir de grands groupes financiers qui sont déjà aujourd'hui dans l'hospitalisation privée, qui ont racheté 80% de la biologie médicale. Biologie médicale, c'est un très bon laboratoire de ce qui peut se passer dans tous les secteurs. Si vous voulez, la biologie médicale, ça a été, il y a 10 ans, c'était comme le reste de l'exercice libéral. C'était des professionnels de santé, pharmaciens ou médecins, qui étaient propriétaires de leur outil de travail. Et puis, on s'est dit, finalement, on va faire des économies. L'État s'est dit, on va faire des économies en mutualisant tout ça et en permettant à des groupes financiers de racheter ces différents laboratoires. Bon, pour
pour que ça marche, il fallait augmenter le niveau des charges, qu'on a fait avec on va augmenter la qualité. Donc il va falloir réinvestir dans la chose, ce que ne pouvait pas faire, étant donné les normes qui avaient été fixées. Donc les labos ont vendu, les biologistes ont vendu petit à petit leur laboratoire médical. Les prix ont augmenté, donc c'était de plus en plus incitatif. Ouais. Les groupes se sont dit, nous, il faut qu'on mette un pied, c'était l'achat de parts de marché, d'accord ? Bon, aujourd'hui, on est arrivé à 80% de parts de marché dominées par 6 groupes. Demain, il y aura 1 ou 2 groupes qui auront 90% de parts de marché. Chez les biologistes pourrait être vrai, par exemple, pour Noël Cariclé, qui est psychiatre. Oui, alors c'est un peu moins capitalistique. Ça va par le niveau de capital nécessaire, en fait. Donc, on va aller dans la radiologie après, et puis après, on va aller, en effet, dans les soins. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les grands groupes, on a 2 grands groupes, par des fonds internationaux, c'est-à-dire que si vous voulez, on passe d'une logique de santé publique à une logique complètement financière sur la théorie des marchés financiers. La question, souvent, qui est confondue, c'est pas le problème des profits, c'est le problème de la maximisation du profit. Ces groupes sont dans une maximisation sans limite, on appelle ça ajusté au risque, de leurs profits. Donc aujourd'hui, l'État dit, mais attendez, je vous ai permis de racheter plein de laboratoires, donc vous avez mutualisé, vous avez baissé votre niveau de charge, parce que vous mutualisez les charges. Donc on peut bien continuer le petit jeu de baisser les prix des actes en permanence, puisque vous avez du volume et vous avez mutualisé. Mais eux disent, non, vous n'avez pas compris tout à fait notre démarche. C'est que nous, les bénéfices qui viennent de cette mutualisation, ils sont pas pour l'assurance maladie. Ils sont pour nos actionnaires. C'est comme ça qu'on fonctionne. Si vous aviez mal compris, on aurait dû vous le dire. Mais voyez, donc en effet, il y a ce risque de financiarisation généralisée d'une grande partie du secteur qui va finir avec, vous aurez 3 modèles. Vous aurez un modèle pour les plus défavorisés, complètement public, avec un hôpital public qui sera dans un état avec une prestation de service de plus en plus dégradée, financée par une sécu, ce qui restera de la sécu. Vous aurez une classe moyenne qui aura accès à financer en grande partie par des assurances privées. Il y aura probablement encore un peu de sécu au début, avec un modèle mixte public-privé. Et puis vous aurez ceux qui peuvent se le payer. Madame le disait très bien, la médecin généraliste, parce que faut comprendre comment évoluent les modèles. Les assurances privées n'attendent que ça, c'est organiser leur propre système de santé avec des offreurs purement financiarisés. Et donc vous aurez une explosion des dépenses. Comme aux États-Unis, dit Roger Ruard. Donc vous avez un mélange d'américanisation. Quelle solution ? Rapidement, il nous reste 4 minutes, un peu plus de 4 minutes. Quelle solution, docteur Clary ? Les solutions, c'est pouvoir investir. Il faut que le système comprenne qu'il faut investir dans cette médecine de ville de manière incitative. On l'a entendu, pour limiter le hiatus qu'il y a entre les revenus et les charges, de manière à ce que les médecins puissent avoir de la visibilité et pouvoir s'installer. Mais investir, oui, parce que si on n'investit pas, la médecine de prévention... On dépense déjà énormément, l'État dépense déjà énormément d'argent. Non, investir dans la médecine de ville. Je reprends. De manière à ce que les médecins soient répartis sur le terrain pour pouvoir faire, et suffisamment nombreux pour faire de la médecine de prévention, parce que la médecine de prévention, c'est ce qui permettra d'avoir un coût... des économies. Bien sûr. Donc, à un moment donné, et puis surtout, on parle de cet investissement, et enfin, redonner du pouvoir médical dans ce genre de décision. Vous savez, moi, je suis psychiatre. Oui. La folie, c'est faire les mêmes actions et espérer un résultat différent. Ça fait 30 ans qu'on part avec des décisions technocratiques pour gérer la santé, que le pouvoir médical a de plus en plus perdu. Le système n'a fait que s'effondrer. Peut-être qu'il faudrait le penser autrement. Roger Ruard, quelle solution ? 3 grandes choses principales. Première chose, c'est la suppression de l'Ondam et de la réflexion d'abord financière. Il faut expliquer. L'objectif national de dépense. Voté par le Parlement. C'est un objectif financier. C'est un objectif uniquement financier et technocratique. Donc passer à des objectifs sanitaires. Oui. De vrais objectifs sanitaires que après on peut financer ou pas. Ça, c'est le problème de la nation. Oui. Mais en premier, des objectifs sanitaires. Deuxièmement, la prévention. Ça, tout à fait d'accord. Si on passe à un système préventif d'abord, on va faire d'abord beaucoup d'économies de santé propres, c'est-à-dire pour les patients qui seront moins malades, qui auront moins de problèmes, et ensuite des économies pures financières parce que toutes les études le démontrent, lorsque la prévention est mise en place, on dépense moins en soins. Voilà. Et la troisième chose, je dirais, il faut que le président de la République pose une question aux Français, claire et nette. Est-ce que vous voulez encore un système de santé où il y a une médecine libérale et une médecine publique ? Il faut poser cette question aux Français, parce que si c'est oui, il faut financer la médecine libérale comme on finance l'hôpital.
Dernier point, je suis d'accord avec tout ça. Pour me compléter, il manque tout ce qui a été dit, me paraît tout à fait juste. À mon avis, il manque quand même l'essentiel qu'est la gouvernance. Vous savez, si cette station marche bien, c'est qu'elle est bien, est bien gouvernée, elle est bien gérée. Dès que quand vous avez la tête qui ne fonctionne pas, on a tout étatisé, c'est-à-dire que l'État ne fait pas son travail de définition d'une stratégie long terme, d'une vision qui soit avec des objectifs de santé publique et avec des financements en adéquation. Il faut faire ce qu'on fait dans la défense, par exemple, c'est une loi d'orientation et de programmation sanitaire. Il faut sortir de ce budget annuel pour aller vers une loi d'orientation et de programmation à 5 ans. À partir de là, l'État donne une vision, d'accord ? L'État doit être responsable des fonctions régaliennes de santé publique, c'est-à-dire que ces agences régionales de santé doivent devenir des agences régionales de santé publique, point barre. Le reste doit être confié. Vous parlez beaucoup de responsabilisation et vous avez raison. Il faut redonner de l'autonomie à l'assurance maladie, qui normalement est une institution démocratique, pas étatique, mais est devenue une institution étatique. Donc soit on va vers un modèle à l'anglaise et on dit il n'y a plus d'assurance maladie parce qu'il y a l'État, point barre, et tout le monde est fonctionnaire, comme en Angleterre, mais c'est une approche utilitariste qui ne va pas... Non mais c'est pas ça marche pas terrible en plus. Ça marche pas terrible, vous voyez. Donc revenons à un modèle français où nous redonnons à cette institution démocratique une pleine et entière autonomie, avec une feuille de route de l'État, comme ça a toujours été. Bon, donc vous voyez ça. Et les acteurs, en effet, on les responsabilise. On responsabilise le patient. C'est-à-dire qu'on leur dit par un service public territorial de santé, c'est-à-dire qu'il faut travailler à l'échelle du territoire. On parle beaucoup de terrain, il faut structurer des territoires de santé. On est dans une organisation kafkaïenne, techno, avec des CPT, des communautés professionnelles des territoires de santé. Pas un Français ne les connaisse. Des groupements hospitaliers de santé. Pas un Français les connaisse. Des territoires de e-santé. Pas un Français les connaît. Donc on a un micmac technocratique, mais inconnu, qui n'est pas fait pour les usagers. Et qui coûte extrêmement cher. Et qui coûte extrêmement cher. Et puis, pardon, j'y reviens, parce que c'est un peu une marotte. Chez moi, c'est la responsabilisation du patient, qui est absolument indispensable. Oui, parce que la santé gratuite qu'on a voulu, c'est le modèle à l'anglaise. On va chez le médecin avec sa carte vitale, comme sa carte de bleu, quoi. Voilà. Vous allez dire on tend sa carte vitale, on sait que ça va rien coûter, bon voilà. Mais ça, on ne sait même pas, on se dit 25 €, on ne sait même pas que c'est 25 € d'ailleurs, à la limite, même pas, mais on ne sait plus. Ça, on a le ticket modérateur qui était fait pour ça, mais qu'on a donné en cadeau aux assureurs, et donc en fait qui fait le gras des assureurs. Il faut redonner un ticket modérateur. Il faut toujours une exonération de ce... Comme on va au coin de la rue acheter sa baguette de pain. Mais ça, c'est de la volonté politique, parce que vous le faites en 24 heures. C'est très simple. Ça, c'est très simple à faire. Entre les télécabines, l'ubérisation et ce tiers payant, etc., on en est venu à... Les patients pensent que c'est de la consommation. Exactement. On a 28 millions de rendez-vous non honorés. C'est-à-dire que les patients ne prennent même plus le temps d'annuler le rendez-vous. Et voilà, 28 millions par an de consultations non honorées, c'est le travail de 4000 médecins. Oui. Voilà, et l'information et la responsabilisation des patients est importante dans cet équilibre global. Bien sûr, bien sûr. Merci à tous les trois.